Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je voulais vous parler aujourd'hui, dans les 20 prochaines minutes, d'approches multimodales utilisant l'intelligence artificielle et de vous montrer comment on peut adresser une chaîne de valeur entre de la recherche et de la recherche que l'on peut déployer concrètement dans le soin courant pour les patients. On va parler beaucoup de futur et d'innovation, mais avant de commencer, je voulais qu'on se retourne quelques minutes sur le passé, puisque cette ambulance que vous voyez ici est l'ambulance qui amène le jeune Marius Renard le 24 décembre 1952 à l'hôpital Necker. C'est là où je travaille. Marius Renard, un jeune charpentier de 17 ans qui tombe d'une échelle et le chirurgien, pour éviter une hémorragie massive, lui enlève son rein unique. Donc on sait le jeune Marius Renard condamné à une mort certaine. Et à cette époque, sa mère propose à l'équipe médicale et chirurgicale de lui faire don d'un de ses reins, ce qui à l'époque n'avait jamais été fait. Alors vous imaginez bien la mobilisation des médecins, la mobilisation également, et c'est très important, des pouvoirs publics, jusque dans les plus hautes sphères de l'État, pour rendre possible cette grande première qui a eu lieu à l'assistance publique, hôpitaux de Paris, à l'hôpital Necker. C'était un beau cadeau de Noël le 24 décembre 1952, où Marius Renard a pu être transplanté avec le rein de sa maman. Avec une bonne évolution favorable, une reprise de la durèse et de la fonction de son rein, malheureusement, après 14 jours, après un élan et un espoir énorme, et en fait une procédure qui, la presse nationale et mondiale s'était emparée de ce cas, Marius Renard est mort 14 jours après cette transplantation. De quoi est décédé Marius Renard? Finalement, à l'époque, on ne comprenait pas les mécanismes qui sous-tendaient le rejet d'organes, qui reste aujourd'hui une des causes principales de perte des greffons en 2025. Donc, vous voyez, 1952, et à l'époque, Jean Burger, qui était le chef de service à l'hôpital Necker, était assez pessimiste sur l'avènement finalement de la transplantation pour la faire passer du stade de la médecine expérimentale à vraiment une pratique qui puisse réellement sauver les patients. Et donc les premières années ont été difficiles et ont demandé en fait beaucoup de ténacité des pouvoirs publics, des médecins et puis des hôpitaux pour que la transplantation puisse continuer. Et heureusement, beaucoup de choses ont changé. Vous voyez le carré Necker en 1953, les 3 petites fenêtres blanches ici, c'est les chambres à l'époque où Marius Renard a été transplanté. C'était des chambres sur lesquelles il y avait évidemment une surveillance très très rapprochée. Vous voyez que les choses ont beaucoup changé. En 2025, vous voyez qu'à la PHP, on aime bien préserver notre patrimoine puisque les 3 fenêtres sont encore là. C'est intéressant. Voilà, on adore notre patrimoine et la distribution des greffons à l'échelle nationale aux États-Unis. Pourquoi je vous parle de ça? C'est d'abord pour vous illustrer qu'on est passé de l'échec au succès et également qu'il y a quand même 2 Français qui ont obtenu des prix Nobel pour leurs travaux en transplantation, Alexis Carrel pour les sutures vasculaires et Jean Dossé qui établit les principes du complexe majeur d'histocompatibilité, la reconnaissance du non-soi. Et puis également, ces prix Nobel illustrent le fait que la transplantation est une médecine qui est globalement beaucoup plus large et que les preuves de concept qui sont réalisées en transplantation en recherche ont énormément d'implications au-delà de la transplantation d'organes. On parlait des maladies inflammatoires chroniques intestinales, du système immunitaire, des thérapies ciblées, de l'onco-immunohématologie, des modèles de vieillissement vasculaire accéléré, des cancers, des maladies cardiovasculaires. Donc, très très intéressant, vous voyez, d'investir sur la transplantation et la recherche en transplantation. Alors la défaillance d'organes, c'est un problème majeur de santé publique. On parlait de la transplantation parfois vécue comme une médecine ultra spécialisée et de niche. Sachez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 milliard de personnes dans le monde qui présentent des dysfonctions d'organes. En France, l'insuffisance d'organes, tout organe confondu, représente 20 milliards de budget par an. C'est un secteur en expansion et parmi les patients qui présentent des défaillances d'organes terminales nécessitant un traitement de suppléance, vous voyez que seulement 6 000 patients sont transplantés par an en France. On a vraiment du mal à couvrir la pénurie d'organes. Il y a énormément de demandes et peu d'offres. Et également, c'est un secteur, malgré le fait qu'ils soient en expansion, on n'arrive pas à combler cette pénurie d'organes. Et donc, on se retrouve finalement avec des questions importantes à adresser dans, encore une fois, une médecine très multidisciplinaire. Et vous verrez pourquoi c'est très intéressant pour la donnée de santé. Et en fait, on s'est demandé ce qu'il fallait faire. Il faut organiser le chaos. Et le chaos, c'est que entre comment on se procure les organes,
la réanimation, la chirurgie et toute la transplantation et les spécialités rein, cœur, foie, pancréas, etc., eh bien, il fallait adresser cette chaîne de valeur et un des dénominateurs communs, c'était évidemment la donnée structurée de qualité avec la possibilité d'appliquer des modèles et des technologies rupturantes pour avoir des cohortes de patients avec un niveau de précision phénotypique, un niveau de granularité dans l'information qui est tout à fait unique dans cette spécialité et que nos collègues américains nous envient énormément. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, vous verrez, je vais l'illustrer, la qualité, le niveau de profondeur des données, c'est un avantage compétitif majeur si on veut appliquer des modèles prédictifs généralisables à l'ensemble des différentes populations. Donc c'est la stratégie que nous, on a adoptée au sein de l'Institut. Et puisque je vais vous parler d'intelligence artificielle, sachez que ce n'est pas une rêverie, on en parle d'ailleurs peut-être un peu trop, mais pour moi, 2024 a marqué une rupture totale conceptuelle. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, 2 prix Nobel, en l'occurrence de physique et de chimie, pour les réseaux de neurones artificiels respectivement et pour la modélisation de prédiction de la structure des protéines, eh bien, donnerait lieu à ces prix Nobel de physique et de chimie. Et puis un autre changement de paradigme pour moi qui m'a vraiment impressionné, c'est que ces 2 prix Nobel sont non seulement connectés avec l'IA, mais connectés avec bien des entreprises comme AlphaGo et Google. Et donc c'était une année historique et je pense qu'il faut tirer les leçons de cette année historique. Eh bien, en transplantation, il y a un vrai, comme on dit, momentum qui s'aligne avec les politiques de santé globales. J'en veux pour preuve, cette année, la première série dans un journal très prestigieux, le Lancet, un journal généraliste, sur la transplantation d'organes. Alors le Lancet, ça existe depuis 200 ans. Il a fallu 200 ans pour qu'il y ait cette série dans le Lancet sur la transplantation. Et on a eu la chance de contribuer à un des 3 papiers sur justement comment la qualité de la data, l'utilisation des technologies de rupture, eh bien, permettait de changer la façon dont on adresse le diagnostic, l'activité, le stade, la stratification du risque pour prendre de meilleures décisions pour les patients et coûter moins cher à notre système de santé. Et l'IA en transplantation, et c'est illustré sur un article qu'on a publié en Nature Médecine en 2025, elle est vraiment un carrefour sur cette fameuse chaîne de valeur que j'ai illustrée, sur la façon dont on se procure les organes, la façon dont en fait des paramètres sur des machines de perfusion sont tracés, le fait que les intermédiaires dans le processus d'allocation des organes peut maintenant être branchés sur la blockchain pour avoir un niveau de transparence, de reproductibilité et de réduire en fait les intermédiaires. Et également dans tout ce qui est la régénération d'organes, la réparation de l'humain. On fait des choses assez exceptionnelles maintenant. Et c'est une spécialité qui agrège autour d'elle énormément de technologies. Et encore une fois, la puissance du dénominateur de l'IA, puisque dans la greffe, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a une synchronisation des patients au moment de la greffe, une nouvelle histoire commence, et donc c'est l'opportunité pour nous d'avoir construit ce que je vais vous illustrer après, ces grandes bases de données larges, prospectives, non sélectionnées. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, à part en imagerie, eh bien, dans la médecine un peu prédictive, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai tendance à le voir à moitié plein. Mais il y a quand même des déceptions, parce qu'on est noyé d'articles d'IA et du nouveau modèle révolutionnaire chaque semaine. Alors, si vous regardez LinkedIn, c'est chaque semaine, il y a une révolution. En fait, je pense qu'il faut être un peu critique là-dedans, puisque si vous regardez cet entonnoir que j'ai illustré ici pour vous, entre le fait de générer un modèle utilisant l'IA, et vous n'avez pas forcément besoin d'IA tout le temps, il y a des conditions d'utilisation, eh bien, vous arrivez à la fin avec très peu de modèles qui ont passé les barrières réglementaires et qui ont montré la preuve d'efficacité clinique pour les patients. Et là, je parle vraiment de la médecine prédictive, je ne parle pas de l'ophtalmo et je ne parle pas du domaine de l'imagerie médicale. Mais dans une médecine aussi complexe et des patients aussi complexes que des patients transplantés, en tout cas, il y a très peu de choses, mais c'est valable en oncologie, en maladie cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que ces modèles n'ont pas permis de montrer qu'ils étaient transportables, généralisables, qu'ils avaient une bonne calibration et qu'on avait en fait la capacité de montrer la transportabilité des modèles et des études ad hoc qui montraient le réel bénéfice pour les patients. Et une illustration, en fait, des données de registres américains qui, en fait, ont accumulé beaucoup de données sur des patients en oncologie et qui ont fait renaître des modèles mathématiques, prédictifs, de réponse au traitement anticancéreux. Eh bien, disons les choses clairement, certains de nos collègues, de manière, vous voyez,
assez collégiale, eh bien, ont émis des doutes sur la capacité de ces modèles à fournir de bonnes recommandations, avec notamment une des difficultés qui était que les algorithmes d'IA parfois donnaient des mauvaises recommandations qui ont pu avoir des conséquences délétères pour les patients. Ce n'est pas parce que l'armée de data scientists appliquait les mauvais modèles, c'était tout simplement parce que le jeu de données sur lequel les modèles étaient entraînés n'avait pas été designé pour répondre à la question. Les données n'étaient pas structurées, ces données de registre ou des données non structurées d'entrepôts de données de santé sur lesquels le niveau de confiance et de qualité n'était pas au rendez-vous. Les Américains appellent ça « garbage in, garbage out » et donc vous ne pouvez pas, évidemment, terminer avec de l'or si vous commencez avec quelque chose qui s'en éloigne énormément. Eh bien, nous avons des super pouvoirs d'IA en France. Et l'illustration de ces super pouvoirs, c'est que nous pouvons puiser dans notre système hospitalo-universitaire des données de qualité des patients, et je vous ai parlé de cette synchronisation des patients, à l'hôpital, des cohortes de patients captives, alors pas dans le sens péjoratif du terme, puisque le système de transplantation en France est hospitalo-universitaire, les patients viennent dans le département et on a très peu de perdus de vue. Quelles que soient les pathologies, en général, ils reviennent dans le département de transplantation. L'opportunité pour nous de construire des bases de données larges, prospectives, non sélectionnées, et d'appliquer à ces patients qui reviennent eh bien, du biobanking, des biopsies protocolaires et des protocoles pour avoir en fait cette granularité d'informations sur les patients. Mais ça nous permet de faire quoi? Des études épidémiologiques. Il y a aussi de la production, et cette fois-ci je vais sur la recherche, de données utilisant des technologies rupturantes, génétiques, transcriptomiques, et on va dans des niveaux de raffinement phénotypique de biomarqueurs mécanistiquement informés auxquels vous alignez avec ces données hospitalières. Et c'est un modèle qui nous a permis, et je vais vous illustrer 3 exemples concrets, de développer des choses extrêmement intéressantes pour les essais cliniques et pour le suivi des patients et pour réduire les coûts et simplifier le parcours de soins à l'hôpital. Alors tout ça ne se fait pas si vous n'avez pas de gros investissements et on a eu la chance de bénéficier de plus de 20 millions d'investissements ces 6 dernières années d'argent public sur des RHU, des H20, des ERC. Donc merci France 2030, les plans France Relance, je pense que c'est vraiment très important et qu'il y a des objets très intéressants dans cette manne de financement dont on a pu bénéficier et qui, dans ce cas-là, vous verrez, a été extrêmement efficace. On a pu s'équiper en plateforme de technologie de rupture pour le diagnostic de précision, la biopsie liquide, donor-derived cell-free DNA, la pathologie digitale, le microscope moléculaire, et puis différentes technologies allant jusqu'au single cell, la transcriptomique spatiale. Et donc, en ayant ces plateformes, eh bien, on a pu, avec cette banque de biobank et de tissus, eh bien, informer ces cohortes avec un grand niveau de précision. Et puis, nous avons surtout pu collaborer avec des centres, puisque la recherche se veut évidemment collaborative. C'est bien d'avoir de la recherche française et souveraine, c'est ce qu'on fait. Et on développe des brevets, on travaille beaucoup avec les guichets comme INSERM Transfer, mais on ne fait rien sans des collaborations. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de valider vos modèles dans des pays différents, dans des contextes économiques et médico-économiques différents. Si vous voulez avoir des algorithmes universels qui soient utilisés de façon large, vous devez aller très très loin dans les validations de ces algorithmes. Et donc on a la chance d'avoir agrégé, donc toutes ces données sont chez nous à UPCité, à l'unité INSERM, et bien toutes ces données internationales, 5 continents, 14 pays, 44 centres, 37 000 patients, avec des données, encore une fois, à fort niveau de profondeur, ce qu'on appelle notre lac de données de transplantation, assez unique. Eh bien, ça, c'est pareil, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas accumuler des datas comme ça. Voilà, une slide pour vous illustrer, en fait, 95% de mes embêtements pour naviguer dans le RGPD et de toutes ces complexités d'acquisition de la data. Je dois dire que c'est beaucoup plus simple de recevoir des datas des États-Unis, des fois, que dans le centre hospitalier qui est à 1 km de Necker. Mais c'est comme ça, c'est la vie. On arrive quand même à naviguer dans ce système des entrepôts de données de santé, des registres et des données un peu plus structurées hospitalières, mais ça nécessite aujourd'hui de gros investissements d'infrastructures qui sont illustrés sur cette diapositive. Eh bien, une fois qu'on a tout ça, on peut adresser des questions importantes, et je voulais illustrer ici, sur ces 10 dernières années, ce qu'on a fait au labo, et vous voyez qu'on a publié dans des journaux généralistes qui montrent vraiment la nature un peu systémique de l'approche de transplantation. Et je vais maintenant vous illustrer 3 exemples concrets de ce qu'on a réussi à faire ces 10 dernières années.
La première étape, c'était d'utiliser cette approche fédérée et multimodale pour créer un algorithme qui permet de prédire le succès ou l'échec de la transplantation à long terme pour un patient. Le risque de perdre son greffon, le risque de rejet et le risque de mortalité. Donc c'est difficile. Vous savez qu'il y a une phrase célèbre de Niels Bohr qui disait la prédiction c'est difficile, surtout lorsqu'il s'agit du futur. Ben là, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Et donc, on a créé cet algorithme iBox qui en fait, utilise des paramètres du receveur fonctionnel, structurel, immunologique, et qui, agrégés entre eux, permettent vraiment de prédire sur 10 ans quelle va être la trajectoire de ce patient, de son greffon, de ses complications. Et donc ça, c'est le système qui a été publié en 2019 dans le British Medical Journal. Et je vais illustrer les 15 dernières années de ma vie autour de l'iBox en une slide. Donc je ne suis pas traumatisé, mais vous verrez un petit peu, puisque quand on a généré le projet iBox en 2012, et au moment où en fait on a pu acquérir les cohortes, tous les essais cliniques internationaux de l'industrie, qu'on a pu nettoyer les données, récupérer tous les certificats COFRAC, publier le papier, engager les sociétés savantes internationales, nationales, européennes, et puis pousser ce système dans le parcours réglementaire pour le qualifier et faire devenir cette approche, ce biomarqueur multimodal digital, prédictif, qualifié par l'Agence européenne du médicament et la FDA. Donc ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de collaboration, beaucoup de frustration, mais vous voyez qu'on est quand même arrivé à quelque chose, puisque en 2022, l'iBox, ce système pronostic de prédiction du risque individuel, a été qualifié par l'Agence européenne du médicament. Donc c'est un système qui virtualise les essais cliniques à 10 ans, et la qualification, ce qui est stratosphériquement plus haut qu'un marquage CE, ça veut tout simplement dire que l'Agence européenne du médicament va vous donner un approval conditionnel de votre molécule en projetant et en virtualisant votre essai clinique à 7 ans. Et plus récemment, on a eu la qualification également par la Food and Drug Administration, la sacro-sainte FDA, qui en fait a utilisé un algorithme français développé dans le système hospitalo-universitaire français, comme étant le biomarqueur digital maintenant qui est qualifié pour les essais cliniques. Donc vous imaginez, pour le développement de nouvelles molécules immunosuppressives, gagner 7 ans, c'est juste colossal. Et l'iBox, en transplantation, encore une fois, est un modèle que maintenant d'autres champs de recherche, en oncologie, en maladie cardiovasculaire, en fait, ils prennent exemple sur cet iBox. Donc voilà, c'est le concept qu'on a écrit dans le Lancet en 2025, des nouveaux essais, des essais cliniques de nouvelle génération, avec des vrais jumeaux numériques qui virtualisent l'essai, qui projettent ce qu'on appelle les hard endpoints, mortalité, perte de greffon, rejet, et vous aurez, en tant qu'industriel, si vous embarquez la technologie iBox dans votre essai randomisé, vous pourrez, 1 an après l'inclusion, avoir, en cas de réponse positive, une autorisation de mise sur marché de votre traitement. La deuxième étape, on passe cette fois-ci des modèles multimodaux prédictifs à tout ce qui est biomarqueurs mécanistiquement informés. Je l'ai un peu évoqué, tous ces marqueurs immunologiques, biomarqueurs, et la détection de l'ADN libre du donneur circulant, lorsque vous avez un greffon qui est génétiquement différent de vous, à part si vous êtes fait greffer, vous avez eu la chance d'avoir un jumeau monozygote, c'est un patrimoine génétique différent, et on peut aujourd'hui, sur une simple prise de sang, détecter cet ADN de votre donneur, et si vous êtes capable de le détecter avec une certaine proportion, c'est très très corrélé avec une agression de votre greffon liée à tout le spectre du rejet de l'organe. Et c'est valable en rein, c'est valable en cœur, ça marche en poumon, et ça marche également en foie et peut-être même en pancréas. Donc on a créé cette énorme étude internationale qu'on a publiée l'année dernière dans Nature Medicine, avec plus de 40 centres qui ont montré que, en fait, si vous faites cette prise de sang et que vous dosez cet ADN libre du donneur, vous pouvez éviter 70% de biopsies inutiles, avec un essai randomisé en cours qui se termine, qui montre qu'on fait économiser à l'hôpital des coûts substantiels et on évite à des patients d'être hospitalisés, d'avoir le bon de taxi, etc. Ça coûte une fortune, et surtout de subir une biopsie séquentielle de son greffon rénal ou cardiaque. Donc vous voyez comment, très concrètement, une intégration multimodale d'un biomarqueur mécanistiquement informé sur une large population dont on démontre le bénéfice clinique peut maintenant être implémentée dans le soin. Donc on a eu la chance d'obtenir un remboursement aux États-Unis, toujours pas en France. Voilà, donc à bon entendeur, si vous avez des idées pour nous aider, on est ravis que cette technologie française soit remboursée en France. Mais en tout cas, c'est vraiment excellent de voir que cette intégration permet de changer le parcours de soins des patients.
De la même façon, on a réussi à créer avec des approches de machine learning des biopsies virtuelles. Alors qu'est-ce que c'est une biopsie virtuelle? Avoir des résultats d'une biopsie sans faire la biopsie. Eh bien oui, on a montré qu'on pouvait, avec une énorme base de données internationale, eh bien, prédire les lésions du greffon au moment de la transplantation, donc juger de la qualité d'un greffon et de prédire les lésions histologiques sans faire la biopsie. Et ce système aujourd'hui, qu'on a publié en 2024 dans Nature Communications, est utilisé aux États-Unis dans une grande agence, l'équivalent de l'agence de la biomédecine en France, c'est l'agence en Californie qui s'appelle One Legacy. Eh bien, ils ont réduit énormément le temps d'attente et l'ischémie froide, puisqu'ils ne font plus de biopsie, ils font la biopsie virtuelle à la place. Donc, vous voyez, ce sont des outils simples qui utilisent des paramètres simples du donneur. C'est pas cher du tout et ça peut être utilisé pour faire gagner du temps et lutter aussi contre la pénurie d'organes. Et puis, ça c'est aussi une approche très intéressante de l'IA, cette fois-ci sur le diagnostic, c'est tout ce qui est automatisation, standardisation. Et on a pu en fait faire des études très intéressantes qui montrent que si vous encodez et décodez toutes les règles très complexes de la classification du rejet, eh bien vous pouvez reclasser 30 à 35% de diagnostic. Donc, vous voyez déjà l'impact pour le soin, l'impact pour la médecine de précision et l'impact en termes de médecine personnalisée. Et on va beaucoup plus loin maintenant dans des systèmes où on analyse dans le microscope moléculaire l'analyse fine de l'expression de certains gènes dans les biopsies rénales et cardiaques et qui permettent elles aussi de redresser des diagnostics et d'offrir des thérapies qu'on appelle mécanistiquement informées pour nos patients greffés d'organes. Et ça c'est important parce qu'on a plein de molécules. Ces molécules coûtent très cher, il ne faut pas les utiliser à mauvais escient. Et je pense qu'on va vraiment, avec ces approches-là, vous voyez, sur la médecine de précision, une rationalisation de l'usage de ces thérapies qui sont très coûteuses. Enfin, la sérédempité est importante puisque toutes ces approches de recherche qu'on a fait en allotransplantation, on les applique maintenant en xénotransplantation et on travaille sur la façon dont l'organisme humain réagit lorsqu'on transplante un rein d'un cochon génétiquement modifié. Vous avez peut-être vu ces papiers que l'on porte dans Lancet, un récemment qu'on a publié en Nature la semaine dernière. Eh bien, on utilise toutes ces stratégies-là de l'allo à la xénogreffe pour essayer de trouver la clé et de décrypter cette réponse xénoimmune qui reste aujourd'hui, avec nos collègues américains avec lesquels on travaille, la principale barrière pour le succès des xénogreffes, mais on va certainement y arriver à un moment. Voilà, la dernière chose, c'est que tout ça c'est bien beau, mais comment vous le déployez pour les patients? Si ces algorithmes ne sont pas intégrés, ces suites de publications là que vous voyez, dans des logiciels qui sont marqués CE, qui ont suivi le parcours réglementaire et qui puissent être interopérés, déployés, utilisés, eh bien, vous pouvez avoir le meilleur algorithme du monde, eh bien, ça ne marchera pas. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une start-up spin-off de mon laboratoire qui est en fait, dont l'INSERM est actionnaire, avec un contrat de licence AP-HP, Université de Paris et INSERM, qui en fait fait tout ce travail que je n'ai pas envie de faire, c'est tout le travail réglementaire pour pousser ce logiciel dans le soin courant et le tester en vie réelle. Donc toute cette suite algorithmique, elle a pour vocation à aboutir à un dashboard qui soit déployé pour les patients. Aujourd'hui, ce logiciel est utilisé par 10 000 patients en France. Il va être déployé aux États-Unis. Il est remboursé sous le régime du droit commun dans la télésurveillance, mais malheureusement, il n'y a pas encore en France de remboursement pour toute la composante IA, qui est quand même le cœur du réacteur de ce dispositif, mais on ne désespère pas. Eh bien, écoutez, c'est vraiment, je voulais terminer là-dessus, le concept de la AI Transplant Clinic. C'est, vous voyez vers quoi je veux aller, de déployer ces outils pour le soin du patient. Je pense que notre système hospitalier, Hospitalo-U, va être révolutionné par l'utilisation de ces algorithmes et d'assistants orchestrateurs. On les déploie déjà dans certaines indications. Et donc, on va lancer ça en 2026. On opère déjà pour un certain nombre de centres. Et évidemment, tout ça ne peut pas se faire sans un réseau de collaboration énorme sur les réseaux Hospitalo-U français, européens, américains et au-delà. Et puis, un grand merci, évidemment, à nos patients transplantés pour lesquels on se bat chaque jour. Je vous remercie de votre attention.